Nous avons décidé de restructurer le service relation client. Claire, aujourd'hui sera ton dernier jour. Les mots flottaient dans l'air de la salle de conférence élégante comme une odeur indésirable. J'ai regardé Marc, le nouvel associé directeur qui avait rejoint Franklin & Associates il y a à peine 8 mois. Son expression était pratiquée, un mélange judicieux de regrets d'entreprise et de professionnalisme détaché. Les décisions commerciales ne sont pas personnelles, répondit-il en faisant glisser un dossier en papier cartonné sur la table polie. Les RH ont préparé une indemnité de départ, 2 mois de salaire et le maintien des avantages sociaux jusqu'à la fin du trimestre. Janice des RH était assise à côté de lui, hochant la tête avec sympathie tout en évitant le contact visuel. Le bémol nécessaire touche plusieurs départements, a-t-elle ajouté. Ce n'est pas une réflexion sur votre performance. N'était-ce pas pourtant? À 58 ans, j'étais le plus ancien collaborateur de la relation client. Mon salaire était à la hauteur de mon expérience, une expérience qui avait contribué à faire de Franklin & Associates d'un cabinet de conseil juridique décousu à un leader du secteur. Est-ce qu'Henri est au courant? Ai-je demandé en faisant référence à Henri Franklin, l'associé fondateur qui m'avait personnellement embauché il y a 25 ans. La mâchoire de Marc se serra. Tous les partenaires ont été consultés sur les décisions de restructuration, a-t-il déclaré, une non-réponse évidente. Henri était à Londres depuis 3 semaines pour négocier notre expansion sur le marché européen. Bonne chance dans vos projets futurs, a conclu Marc avec un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. La sécurité vous accompagnera pour vider votre bureau, protocole standard. J'avais aidé à rédiger ce protocole il y a 12 ans. Je m'appelle Claire Pearson, jusqu'à il y a 10 minutes, j'étais directrice principale des relations clients chez Franklin & Associates, l'un des principaux cabinets de conseil juridique de Boston. J'ai consacré ma carrière à établir des relations avec nos clients, à comprendre leurs besoins, à anticiper leurs préoccupations et à veiller à ce qu'ils se sentent valorisés au-delà des heures facturables. Dans un secteur où les entreprises étaient souvent considérées comme interchangeables, je m'étais assuré que nos clients nous considéraient comme irremplaçables. Aujourd'hui, j'étais mis au rebut comme un manuel de politique obsolète, avec rien d'autre qu'un dossier manille et des platitudes à montrer pour un quart de siècle de dévouement. Alors que l'agent de sécurité survolait maladroitement près de mon bureau, j'ai méthodiquement emballé mes objets personnels, des photos avec des clients lors de galas de charité, des mots de remerciement de la famille Chambers après que nous les avons aidés à naviguer dans une restructuration complexe d'entreprise, le presse-papier en cristal qu'Henri m'avait offert à l'occasion de mon 20e anniversaire de travail. Mon téléphone a sonné. Un texte de Sophie Winters, PDG de Winters Healthcare, notre plus gros client. Claire a entendu des rumeurs inquiétantes sur des changements au sein de la FNA. Notre revue trimestrielle aura lieu la semaine prochaine. Appelez-moi dès que possible. J'ai levé les yeux pour voir Marc regarder depuis son bureau, déjà au téléphone, sans aucun doute en train de contrôler les dégâts. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est que les relations clients ne pouvaient pas être transférées dans un mémo ou réaffectées dans une base de données. Ils étaient fondés sur la confiance, la cohérence et les liens personnels. Je venais de perdre 25 ans de ces relations. J'ai rejoint Franklin & Associates en 1998, lorsque nous occupions un demi-étage dans un modeste immeuble de bureaux et avions exactement 17 clients. Henri Franklin avait alors 42 ans, débordant d'ambition et déterminé à créer un autre type de cabinet de conseil, où la satisfaction du client comptait véritablement plus que les heures facturables. Les chiffres sont le langage des affaires, Claire, m'a-t-il dit lors de mon entretien, mais les relations en sont le cœur. N'importe qui peut faire des calculs. Tout le monde ne peut pas instaurer la confiance. Au fil des années, j'avais incarné cette philosophie. Tandis que d'autres recherchaient des promotions grâce à des projets de grande envergure et à des politiques de bureau, je me concentrais sur le fait de devenir indispensable à nos clients. Je me souvenais des noms de leurs enfants et de leurs choix universitaires. Je savais quels clients souhaitaient des explications techniques détaillées et lesquels préféraient des résumés généraux. J'ai suivi les étapes de l'entreprise, les changements de direction et les pivots stratégiques afin que nous puissions anticiper leurs besoins plutôt que de simplement y répondre. Vous êtes l'architecte de la relation, avait déclaré Henri lors de la célébration de mon 20e anniversaire. Vous avez bâti les fondations qui soutiennent tout ce que nous faisons.
L'entreprise s'est développée de manière constante sous la direction d'Henri, mais les choses ont commencé à changer il y a 2 ans lorsque nous avons fait appel à des investisseurs extérieurs pour alimenter notre expansion. De nouveaux partenaires ont rejoint l'équipe de direction, apportant des MBA de Harvard et des visions stratégiques qui accordaient de plus en plus la priorité aux mesures d'efficacité plutôt qu'à l'expérience client. Marc est, avec ses présentations soignées et sa concentration impitoyable sur les résultats, avait été le plus agressif de ses ajouts. Depuis son arrivée, le turnover du personnel a augmenté de 40%. La devise officieuse était passée de « les clients d'abord » d'Henri à celle de Marc. J'avais exprimé mes inquiétudes lors des réunions de direction, soulignant que nos taux de fidélisation des clients commençaient à baisser. Nous sacrifions la stabilité à long terme pour des gains à court terme. J'ai soutenu que le marché était en train de changer. Claire Marc avait répondu avec dédain, nous devons nous adapter ou mourir. Certains de nos processus existants sont franchement dépassés. J'avais remarqué mon exclusion progressive des discussions stratégiques au cours des 6 derniers mois. Les invitations aux réunions ont cessé d'arriver et les fils de discussion par courrier électronique ont omis mon adresse. Les membres plus jeunes de l'équipe ont été affectés au compte client clé en tant que contact secondaire sans ma consultation. Pourtant, j'avais supposé que mes connaissances institutionnelles et mes relations avec les clients me protégeraient. Après tout, je gérais les relations avec des clients qui représentaient plus de 60% de notre chiffre d'affaires annuel. Sophie Winters rapportait à elle seule près de 4 millions par an et avait explicitement déclaré lors de son dernier renouvellement de contrat qu'elle me souhaitait comme interlocuteur principal. Récemment, cependant, j'avais senti quelque chose de plus inquiétant se préparer. La semaine dernière, j'avais entendu Marc au téléphone. La restructuration nous donne l'occasion de réduire le poids de l'héritage. Leur plan de retraite nous coûterait des millions à long terme. J'aurais dû attendre, mais après 25 ans, j'avais commis l'erreur de penser que la loyauté comptait encore pour quelque chose. L'humiliation d'être escorté hors du bâtiment comme une menace à la sécurité brûlait encore. 3 jours plus tard, j'étais assis dans mon appartement, entouré de sites web de recherche d'emploi et de SMS sans réponse de collègues. Mon profil LinkedIn avait explosé de vues. Rien de tel qu'un licenciement brutal pour vous rendre temporairement intéressant. Mon téléphone fixe a sonné, un phénomène rare de nos jours. Je l'ai presque laissé aller à la messagerie vocale jusqu'à ce que je reconnaisse le numéro. Bonjour Claire. C'est Henri. Son accent britannique familier était plus serré que d'habitude. Je viens d'atterrir de Londres et j'ai appris la nouvelle. Cela n'a pas été autorisé par moi. Une vague complexe d'émotions m'a submergée, le soulagement qu'Henri n'ait pas approuvé mon licenciement, la colère que cela soit arrivé de toute façon, et un sentiment persistant de trahison de ne pas m'avoir protégé malgré notre histoire. Eh bien, c'est arrivé malgré tout, répondis-je en gardant ma voix neutre. Marc a dit que tous les partenaires avaient été consultés. J'ai été délibérément mis à l'écart, a déclaré Henri, visiblement frustré. Ils ont attendu que je sois à l'étranger pour régler les problèmes de réglementation de l'UE. Le comité exécutif a fait adopter le projet sur la base d'une approbation d'urgence, invoquant la nécessité immédiate d'améliorer les projections trimestrielles avant notre réunion des investisseurs. 25 ans, Henri. Je méritais mieux qu'un rendez-vous de 10 minutes et une escorte de sécurité. Tu méritais bien mieux, a-t-il reconnu. Je veux arranger les choses. Et si je te ramenais? On peut appeler ça un malentendu, une erreur de communication. Ce n'est pas si simple, l'interrompis-je. Marc a clairement indiqué que je suis considéré comme superflu. Graisse héritée est le terme que je l'ai entendu utiliser. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit qu'Henri comprenait le sens de ce que je disais. Dans le monde de l'entreprise, être affaibli par le leadership était une condamnation à mort pour l'efficacité. Il n'y avait pas de retour possible, pas vraiment. Je suis désolé, Claire. Vraiment. Cette entreprise s'est construite sur les relations que vous avez entretenues. Et comment ces relations sont-elles entretenues maintenant que je suis partie? J'ai demandé. Une autre pause. Marc a confié vos comptes aux associés juniors. Julie Bennett s'occupe de Winter Healthcare. Je ne pus réprimer un rire sec.
Sophie Winters s'était ouvertement heurtée à Julie lors d'une séance de stratégie l'année dernière, trouvant son approche trop agressive et impersonnelle. Bonne chance avec ça. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon téléphone alors qu'il commençait à s'allumer avec des notifications. Les clients nous contactaient, non seulement Sophie, mais aussi Douglas d'Archer Pharmaceutical, Isabelle de Summit Financial et toute l'équipe de direction de Westridge Manufacturing. La rumeur de mon départ se répandait. Je n'avais contacté aucun d'entre eux. J'étais trop professionnelle pour dénigrer mon ancien employeur, quelle que soit la façon dont il me traitait. Mais les clients se parlent. Ils appartiennent au même groupe industriel, siègent au même conseil d'administration, assistent aux mêmes conférences. Ma sonnette a sonné. Un coursier m'a remis une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de Sophie Goldstein, la chasseuse de tête la plus recherchée dans le monde du conseil à Boston, accompagnée d'une note manuscrite. J'ai entendu ce qui s'est passé à la FNA. Plusieurs cabinets valoriseraient votre portefeuille de clients. Dîner demain. J'ai posé la lettre en pensant au visage suffisant de Marc alors qu'il me licenciait. Je n'allais pas saboter Franklin & Associates. Je n'en avais pas besoin. Ils l'avaient déjà fait eux-mêmes. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7h38. Sophie Winters n'a jamais voulu perdre de temps en plaisanterie. « Dites-moi que vous n'êtes pas vraiment parti », a-t-elle demandé, sans préambule. « J'en ai bien peur », répondis-je en versant mon café. « Restructuration, comme il l'appelait, » a lancé Catherine. « Je travaille exclusivement avec vous depuis 12 ans. Julie Bennett m'a envoyé un email hier, se présentant comme ma nouvelle responsable des relations. Cette fille a essayé de m'expliquer mon propre modèle commercial l'année dernière. J'ai choisi mes mots avec soin. Franklin & Associates procède à des changements stratégiques. Je suis sûre qu'ils croient qu'ils agissent dans le meilleur intérêt. Intérêt de leurs clients, ne me donnez pas la ligne corporate. Claire, on se connaît depuis trop longtemps. Catherine fit une pause. Où vas-tu ensuite? Je n'ai pas encore décidé. Eh bien, décidez vite. Notre contrat avec la FNA arrive à échéance dans 60 jours. Je préférerais vous suivre. C'était le moment où j'aurais dû dire quelque chose de rassurant sur Franklin & Associates, sur la qualité de leur travail qui reste constante malgré les changements de personnel. C'est ce que dictait le professionnalisme. Au lieu de cela, j'ai dit, j'apprécie votre confiance, Catherine. Laissez-moi explorer mes options et je vous répondrai avant midi. J'avais reçu des appels similaires de 5 autres clients importants. À l'heure du dîner, ce nombre était passé à 11. Je n'en avais sollicité aucun. Je n'en avais pas besoin. Catherine Goldstein m'a rencontré dans un restaurant haut de gamme à Back Bay, ses yeux perçants m'évaluant au-dessus de lunettes de lecture. Vous faites parler de vous dans l'industrie en ce moment, a-t-elle déclaré après avoir passé commande. Marc a commis une erreur catastrophique. Peut-être, dis-je, sans engagement. Elle a ri. Toujours diplomate. Cela fait partie de votre attrait. Elle fit glisser un dossier sur la table. 3 cabinets souhaitent vous rencontrer. 2 créent un poste spécial spécifiquement pour vous intégrer, vous et vos relations clients. J'ai jeté un coup d'œil aux chiffres d'indemnisation et j'ai failli m'étouffer avec mon eau. Ils offraient presque le double de mon salaire précédent. Ils ne paient pas seulement pour votre expertise, a expliqué Catherine en lisant mon expression. Ils paient ton petit livre noir. L'ironie ne m'a pas échappé. Après avoir été rejeté comme trop cher par Franklin & Associates, je valais désormais 2 fois plus cher aux yeux de leurs concurrents. Je me demandais si Marc avait envisagé cette possibilité dans ses calculs de réduction des coûts. Le lendemain matin, Henri rappelle. J'ai besoin de te voir, dit-il, semblant inhabituellement agité. Peux-tu venir au bureau? Je ne pense pas que ce soit approprié compte tenu des circonstances. Puis déjeuner, la récolte, 13h. S'il te plaît, Claire. Il se passe des choses dont tu devrais être au courant. La curiosité a eu raison de moi. À 13h précises, j'entrai dans la moisson et trouvai Henri déjà assis, l'air hagard. Merci d'être venu, dit-il, le soulagement évident dans sa voix. J'ai essayé de régler cette situation, mais Marc me bloque à chaque instant.
Il a convaincu le conseil d'administration que votre licenciement était nécessaire pour moderniser notre approche. Et les clients? Henri grimaça. Pas bien. Sophie Winters a exigé une réunion avec toute l'équipe de direction. Douglas Darcher examine leurs options. 3 petits clients ont déjà donné un préavis. J'ai bu mon eau sans rien dire. Voici ce que je propose, poursuivit Henri en se penchant en avant. Je crée un nouveau poste, Chief Client Officer, relevant directement de moi, en contournant entièrement Marc. Meilleure rémunération, plus d'autonomie. Cela semblait parfait. Exactement ce que j'aurais voulu il y a une semaine. Trop parfait. J'ai étudié l'expression d'Henri et j'ai vu quelque chose d'inquiétant, la peur. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Henri? Il hésita. Marc a un plan pour me pousser à prendre une retraite anticipée. Il a consolidé son pouvoir, noué des alliances avec les nouveaux partenaires. Si la situation du client se détériore encore, il l'utilisera comme levier pour me forcer à partir. C'était donc tout. Henri n'essayait pas de me sauver. Il essayait de se sauver. J'étais simplement le moyen d'y parvenir. Je suis désolé, Henri, mais j'ai déjà des rendez-vous programmés avec d'autres cabinets. Tu comprends, les décisions commerciales ne sont pas personnelles. L'expression sur son visage alors que je lui renvoyais les mots de Marc valait presque la peine de faire toute cette épreuve. Presque. Au cours de la semaine suivante, j'ai rencontré les 3 cabinets recommandés par Catherine. Chaque réunion a suivi un schéma similaire, des éloges débordants pour mes compétences relationnelles avec les clients, des questions à peine voilées sur les clients susceptibles de me suivre et des offres de rémunération de plus en plus généreuses. Je penchais pour Blackwell Consulting, une entreprise de taille moyenne dont les valeurs rappellent celles de Franklin & Associates. Leur offre comprenait un partenariat en actions, ce qui ne m'avait jamais été proposé chez FNA malgré ma contribution à la croissance de l'entreprise. Pendant ce temps, la situation chez Franklin & Associates se détériorait plus rapidement que je ne l'avais prévu. Les blogs de l'industrie faisaient état de troubles chez les clients et de tensions au sein des dirigeants. Mon ancien assistant, Thomas, m'a envoyé des mises à jour par SMS. Sophie Winters avait en effet rencontré l'équipe dirigeante et était repartie visiblement en colère. Douglas Darcher Pharmaceuticals avait annulé son examen trimestriel. Même Westridge Manufacturing, un client connu pour sa loyauté institutionnelle, aurait été à la recherche de propositions auprès de concurrents. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. Claire Pearson, ai-je répondu en examinant la lettre d'offre de Blackwell. Mademoiselle Pearson, voici Jeffrey Hammond du Boston Business Journal. Je me suis assis plus droit. Le BBJ était la Bible du monde des affaires de Boston. Je travaille sur un article sur les récents changements de direction chez Franklin & Associates et leur impact sur les relations avec les clients. Plusieurs sources ont mentionné votre nom. Seriez-vous prêt à commenter? C'était un territoire dangereux. Tout ce que je dis pourrait être interprété comme dénigrant mon ancien employeur. M'exposant potentiellement à des poursuites judiciaires en vertu de la clause de non-dénigrement de mon accord de départ, je ne suis pas à l'aise pour commenter des questions internes chez Franklin & Associates. J'ai répondu prudemment, compréhensible, a déclaré Hammond. Qu'en est-il du fait que 7 clients majeurs ont déjà annoncé qu'ils mettaient fin à leur relation avec FNA? Les initiés du secteur suggèrent que cet exode est directement lié à votre départ. 7 clients? Je n'avais parlé directement qu'avec 15 personnes, et aucune n'avait définitivement déclaré qu'elle quittait la FNA. Je ne peux pas parler des décisions commerciales des clients, ai-je déclaré. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans la sélection des partenaires conseils. Bien sûr, je pouvais entendre Hammond taper. Encore une question, un commentaire sur la lettre signée par 26 clients de FNA, exigeant qu'Henri Franklin remplace Marc en tant qu'associé directeur? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'ai aucune connaissance d'une telle lettre. Après avoir raccroché, je restais assis dans un silence stupéfait. 26 clientes? Une revendication organisée pour remplacer Marc? Je n'avais rien orchestré de tout cela. Mon téléphone vibrait avec un SMS de Thomas, réunion d'urgence à tous convoqués pour demain matin. Des partenaires arrivent de partout.
Marc a l'air d'être sur le point d'avoir un accident vasculaire cérébral. 1 heure plus tard, Henri a appelé. Avez-vous organisé cette révolte des clients? A-t-il demandé sans préambule. Je n'ai rien fait, Henri. Je n'ai pas sollicité un seul client. Alors comment expliques-tu cela? Il avait l'air désespéré. 70% de notre clientèle menace de partir. Le conseil d'administration est en mode panique. Les investisseurs exigent des réponses. Je ne les ai pas. Peut-être qu'ils accordent plus d'importance à la continuité des relations qu'à l'efficacité de la réduction des coûts, ai-je suggéré. Ce n'est pas une blague, Claire. 25 ans de construction de cette entreprise, et elle pourrait s'effondrer dans 25 jours. Il y avait une amère satisfaction à entendre la panique dans la voix d'Henri, ce même Henri qui n'avait pas réussi à me protéger après 25 ans de loyauté. Que me veux-tu, Henri? Revenez, a-t-il plaidé, pas en tant que chief client officer, mais en tant que partenaire equity à part entière. Aidez-moi à stabiliser la situation. Partenaire. Le poste que je méritais depuis au moins une décennie mais qui m'avait été refusé à plusieurs reprises. Et Marc? La voix d'Henri se durcit. Le conseil d'administration se réunit ce soir. Son avenir sera décidé avant la réunion au lendemain. J'ai pensé à l'offre de Blackwell devant moi. Un partenariat là-bas serait confortable, lucratif et bien moins compliqué que de revenir à la FNA. Mais j'avais construit ces relations clients sur 25 ans. Ils étaient, à bien des égards, l'œuvre de ma vie. Je dois y réfléchir, dis-je finalement. Je te donnerai ma réponse demain matin. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. J'ai arpenté mon appartement, pesant mes options tandis que l'horloge numérique approchait du matin. Revenir chez Franklin & Associates signifierait affronter les collègues qui avaient assisté en silence à mon humiliante sortie. Cela signifierait devoir composer avec les conséquences politiques de la chute apparente de Marc, une chute que je n'avais pas orchestrée mais dont je serais certainement blâmé. La culture de l'entreprise se détériorait depuis des années. Un changement de direction ne réglerait pas ce problème du jour au lendemain. D'un autre côté, Blackwell a offert un nouveau départ, de nouveaux collègues, une nouvelle culture, de nouvelles opportunités. La compensation et le partenariat ont été généreux. Je pourrais amener des clients consentants avec moi et construire quelque chose de dynamique. Vers 6 heures du matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé Sophie Goldstein, sachant qu'elle serait réveillée. Je vais avec Blackwell, lui ai-je dit. Un choix intelligent, a-t-elle répondu. Je leur ferai savoir. Ils seront ravis. J'ai besoin d'autre chose d'eux, ai-je ajouté, expliquant mon état. Sophie a écouté, puis a ri. Claire moins claire. J'adore. Je leur présenterai ce matin. À 8h45, je suis entrée chez Franklin & Associates pour la première fois depuis mon licenciement. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent. Mademoiselle Pearson, êtes-vous ici pour la réunion au Lan? Je le suis. Henri m'attend. La salle de conférence était pleine à mon arrivée. Les partenaires qui assistaient habituellement virtuellement étaient venus de tout le pays par avion. Le personnel subalterne se pressait le long des murs. Henri se tenait devant, flanqué des membres du conseil d'administration. Marc était visiblement absent. Un silence tomba sur la pièce lorsque j'entrai. Le soulagement d'Henri était visible de l'autre côté de la pièce. Merci à tous d'être venus, commença-t-il. Comme vous le savez, nous sommes confrontés à des préoccupations sans précédent de la part de nos clients suite aux récentes décisions en matière de personnel. Ses yeux se tournèrent vers moi. Je suis heureux d'annoncer que Claire Pearson a accepté de revenir chez Franklin & Associates en tant qu'associée à part entière en action, à la tête de notre nouvelle division de relations clients. Des murmures se répandirent dans la foule. Henri leva la main pour demander le silence. De plus, le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour révoquer Marc en tant qu'associé directeur, avec effet immédiat. Son approche a finalement été jugée incompatible avec les valeurs de notre cabinet et l'engagement de nos clients. L'atmosphère dans la pièce était électrique, choc, soulagement et incertitude se mêlaient presque visiblement dans l'air. Claire, tu veux dire quelques mots? Henri m'a fait signe d'avancer.
Alors que je prenais place à l'avant de la pièce, j'ai vu Thomas me lever subtilement le pouce depuis le mur du fond. J'ai examiné les visages devant moi, certains pleins d'espoir, d'autres méfiants, tous attentifs. Merci, Henri. J'apprécie l'offre de revenir en tant que partenaire, ai-je commencé. Cependant, je dois clarifier quelque chose d'important. Je ne reviens pas sur Franklin Né. Le visage d'Henri se figea de confusion. Plusieurs membres du conseil d'administration échangèrent des regards alarmés. Au lieu de cela, j'ai continué calmement. Je suis heureux d'annoncer que j'ai accepté un poste de partenaire chez Blackwell Consulting, qui vient de finaliser les négociations d'acquisition avec Erin Capital pour acquérir une participation majoritaire dans Franklin & Associates. La salle éclata en exclamations choquées. Henri avait l'air frappé. La transition commencera la semaine prochaine, ai-je continué une fois le bruit calmé. Blackwell m'a assuré qu'ils appréciaient les connaissances institutionnelles et les relations clients établies ici. Il n'est pas prévu de licenciement massif ou de restructuration, à moins bien sûr que cela ne soit jugé nécessaire pour des raisons d'efficacité. Henri s'avança. Claire, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, Henri. Blackwell cherche depuis des années à étendre sa présence à Boston. Horizon Capital, en tant qu'actionnaire majoritaire de FNA, était heureux d'examiner leur offre, compte tenu notamment de l'instabilité récente des clients. Ce ne sont que des affaires, après tout. Rien de personnel. Au fur et à mesure que j'en comprenais les implications, j'ai vu la prise de conscience naissante dans les yeux d'Henri. Il n'avait pas réussi à me protéger quand c'était important. Il avait permis que la loyauté soit sacrifiée pour des gains à court terme. Aujourd'hui, face à sa propre obsolescence, il comprend le véritable coût de ses décisions. La réunion s'est transformée en chaos lorsque je suis sorti, la tête haute. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Sophie Winters. Je viens d'apprendre la nouvelle. Dîner ce soir pour discuter de l'avenir de Winters Healthcare avec Blackwell Franklin. J'ai souri en entrant dans l'ascenseur. Je n'avais pas cherché à me venger, mais la justice avait néanmoins trouvé son chemin vers moi. Le Boston Business Journal a publié l'histoire le lendemain matin, remaniement du conseil, Blackwell acquiert Franklin & Associates après l'exode des clients. L'article détaillait comment le départ d'un cadre supérieur clé avait déclenché une révolte de clients sans précédent, déstabilisant suffisamment l'entreprise pour rendre l'acquisition possible. Mon nom n'est apparu qu'une seule fois, enfoui dans le 15e paragraphe. Claire Pearson, ancienne directrice principale des relations clients, acceptait un partenariat chez Blackwell et supervisera l'intégration des portefeuilles clients de Franklin & Associates. Il s'agissait d'une description clinique de ce qui était en réalité un changement de pouvoir sismique. En 3 semaines, j'étais passé du statut d'employé licencié à celui qui contrôlait le sort de l'entreprise même qui m'avait licencié. La planification de l'intégration a commencé immédiatement. J'ai travaillé depuis les bureaux de Blackwell, examinant les organigrammes et les portefeuilles clients des deux sociétés. Chaque jour, un défilé d'anciens collègues de Franklin se présentait à ma porte, certains cherchant à se rassurer sur leur position, d'autres se rappelant soudain à quel point ils avaient toujours respecté mon travail ou n'étaient pas d'accord avec la décision de Marc. Henri a demandé un rendez-vous une semaine après l'annonce de l'acquisition. Il avait vieilli d'une décennie en 20 jours. Vous avez orchestré ça, dit-il en s'asseyant en face de moi, pas une question mais une accusation. Non, Henri. J'ai simplement reconnu ma propre valeur, même si ce n'était pas le cas. Marc était un symptôme, pas la cause, l'interrompis-je. Vous avez permis à la culture de l'entreprise de changer. Vous avez donné la priorité à la croissance plutôt qu'aux relations. Vous avez oublié les principes sur lesquels vous avez fondé l'entreprise. Et maintenant, tu contrôles tout, dit-il amèrement. Pas de contrôle, Henri. Influence. Il y a une différence. Celui que tu comprenais. J'ai glissé un document sur le bureau. Blackwell vous propose un poste de consultant de 3 ans, uniquement consultatif, sans responsabilité de gestion. C'est généreux compte tenu des circonstances. Il a regardé le journal, puis moi. Et si je refuse? Ensuite, vous repartez avec rien d'autre que votre paiement de propriété. Votre choix. 6 mois après l'acquisition,
Blackwell Franklin Consulting occupait 2 étages d'une étincelante tour du centre-ville. L'intégration s'est déroulée plus facilement que prévu, en partie parce que j'avais insisté pour conserver la plupart des employés de Franklin, connaissant leur valeur même si d'autres ne le savaient pas. Mark avait atterri dans une petite entreprise, sa réputation ternie par l'effondrement spectaculaire qu'il avait déclenché. Henry avait accepté le rôle de consultant, même si nos échanges restaient strictement professionnels. La blessure de la trahison, son incapacité à me protéger après 25 ans, ne guérirait jamais complètement. Dans mon bureau, j'ai examiné les chiffres trimestriels avec une satisfaction que je ne m'étais jamais permis de montrer publiquement. La fidélisation des clients tout au long de la transition avait dépassé 95%. Les 3 clients partis lors du premier exode étaient déjà revenus. Nos revenus combinés ont augmenté de 23% d'une année sur l'autre. Mon assistant a frappé et est entré. Monsieur Winters est là pour votre déjeuner. Catherine entra, élégante comme toujours, dans un costume sur mesure. Félicitations pour les résultats trimestriels, a-t-elle déclaré. L'industrie parle toujours du rachat d'entreprise le plus élégant qu'elle ait vu depuis des décennies. J'ai souri. Ce n'était pas une reprise. C'était une correction du marché. Appelle ça comme tu veux, rit Catherine. Vous avez prouvé ce que j'ai toujours su. Dans les services professionnels, les relations sont le véritable atout. Tout le reste n'est qu'une infrastructure. Alors que nous nous dirigions vers le déjeuner, j'ai réfléchi au voyage des 6 derniers mois. Je n'avais pas cherché à me venger lorsque Franklin & Associates m'a licencié. Je n'en avais pas besoin. L'entreprise n'avait pas réalisé que leur véritable valeur ne résidait pas dans leur système, leur stratégie ou même leur marque. C'est dans les relations humaines que les clients se sentent compris, valorisés et prioritaires. En me séparant sans comprendre ce que je représentais, ils avaient orchestré leur propre chute. Et ce faisant, ils m'avaient par inadvertance placé dans un poste que j'avais gagné grâce à 25 ans de dévouement. Parfois, la justice n'exige pas d'action. Parfois, cela demande simplement de la patience et la confiance tranquille de connaître sa propre valeur.